Alors, en deuxième partie de mon exposé, je l'ai intitulé « Que fait la recherche ?» Mais pour être complètement honnête et un petit peu égoïste, je vais dire « Qu'est-ce que je fais en recherche ?» Parce que c'était aussi l'objectif de présenter mes travaux. Et je vous parler d'un projet qui s'appelle Magnum, qui est un projet qui est une bourse européenne sur 5 ans, qui a été financée donc par l'Europe et qui a permis d'explorer un certain nombre d'axes de recherche pour essayer d'aller vers une nouvelle façon de gérer la mobilité en milieu urbain. Alors le premier axe de recherche qu'on a développé, c'est tout ce qui concerne les comportements. Parce que pour bien prévoir, parce que pour bien agir, il faut bien prévoir. Pour bien prévoir, il faut bien comprendre. Et pour bien comprendre, il faut savoir ce que les usagers font quand ils sont mis en situation de se déplacer. Donc vous avez ici une approche qu'on a développée au laboratoire sous la forme de jeux sérieux. C'est-à-dire qu'on a mis des gens dans des situations de mobilité, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de massifier cette solution grâce à notre plateforme de jeux sérieux pour présenter en fait des modèles de choix qui sont très vastes et à l'échelle de la ville de Lyon. Tout ça pourquoi? Pour essayer de comprendre un petit peu comment les usagers choisissaient leurs itinéraires, leur mode de déplacement et également leur heure de départ. Une chose aussi relativement intéressante qu'on a fait avec le même cadre méthodologique, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe si on commence à leur donner des messages un peu particuliers, des messages qui sont liés à un objectif collectif. Et l'idée suivante, c'est que dans les choix qu'on leur proposait, on proposait un itinéraire qu'on a appelé social, au sens où il permettait de faire gagner à l'ensemble des usagers un temps total réduit, entre 5 et 20%. Et vous voyez les résultats. En fait, vous avez ici, sur l'axe des axes, l'effort que devait faire l'usager individuellement, c'est-à-dire combien de temps supplémentaire le trajet social représentait en pourcentage. Et ici, vous avez l'acceptation de la recommandation. Donc, vous voyez, en fait, quand il y a besoin de faire aucun effort, 10%, vous avez une acceptation qui est très très importante. Et ensuite, les couleurs, c'est juste 5, 10, 15, 20%, c'était l'intensité du message qu'on leur fournissait. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'engagement a des limites. C'est-à-dire que quand on commence à parler de 50%, il n'y a plus que 20% des gens qui acceptent de changer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la force du message change. C'est-à-dire qu'au départ, 5%, mais dès qu'on est 10, 15, 20%, oui, j'y vais, je fais cet effort. Quand on est à 50%, vous voyez, 5, 10, non, pas vraiment. Non. 15, bon allez, je fais un petit effort. Mais petit effort qui reste quand même 2 fois moindre de celui pour une augmentation du temps de parcours de 10%. Deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est sur la caractérisation de la congestion. Et là, on a développé, en partenariat avec l'Université de Delft, une notion de carte de congestion journalière 3D. Donc vous avez ici l'illustration. Donc ça, c'est sur la ville d'Amsterdam. L'idée, c'est que en fait, on regarde les états de trafic, mais dans le temps et dans l'espace, en même temps, pour créer des clusters où la vitesse est homogène. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on prend une ville comme Amsterdam, avec très peu de clusters, on arrive ici à 9 clusters, à reproduire grosso modo les cartes de congestion observées sur l'agglomération. Et ça, c'est intéressant parce que si vous répliquez ça jour après jour, et on avait une quarantaine de jours, on se rend compte que parmi ces 40 jours, en fait, avec 4 cartes uniques, on est capable de reproduire la diversité des situations. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'il y a une certaine répétabilité des motifs de congestion sur l'agglomération et qu'avec ces cartes-là, on arrive à les reproduire. Et ça nous a permis de mettre en place un système de prévision de temps de parcours qui fonctionne sur n'importe quel type d'itinéraire, parce qu'on ne s'est plus lié à des mesures spécifiques en un endroit, c'est lié en fait à l'identification de la carte qui est la plus représentative, et avec un taux de précision du temps de parcours, quelle que soit l'heure de la journée, compris entre moins 20 et plus 20% par rapport au temps de parcours réel, ce qui est relativement efficace. Alors, autre chose, je vais passer là-dessus, autre chose sur laquelle on a aussi beaucoup travaillé, c'est essayer de travailler sur des modèles qui permettent de reproduire l'évolution du système dans sa globalité pour pouvoir travailler sur des méthodes de gestion de trafic qui ne soient pas localisées, comme par exemple un carrefour à feu, la gestion des feux, c'est des choses qui sont très localisées, mais qui fonctionnent de manière plus globale à l'échelle de l'agglomération. Et ça nous a amené à développer ce type de modélisation, où en fait on prend l'ensemble du réseau, on segmente en régions, et ensuite on va arriver à ce type de modèle dynamique. Je vais vous lancer la petite vidéo, où en fait on va essayer de prédire l'évolution des vitesses et des nombres de véhicules dans les différentes régions, en fonction du temps, pour essayer de prédire l'évolution de la congestion. Et ça demande tout un travail de réflexion sur comment agréger finalement le réseau pour arriver à ce type de modèles qui sont très simples, très rapides
qui permettent derrière de travailler sur des algorithmes d'optimisation. Je vais finir ma présentation par vous présenter quelques solutions qu'on est en train d'essayer de développer. Pour l'instant, sur le papier, ce n'est pas des choses qu'on a testées sur des terrains réels, mais c'est des concepts. Et un premier concept, c'est le concept du contrôle périmétrique. Alors ça, ce n'est pas un concept nouveau. Le principe, vous avez une ville, vous définissez le centre urbain, et ce qu'on fait, quand on fait du contrôle périmétrique, c'est qu'on va essayer de limiter les flux entrants pour maintenir une certaine efficacité des conditions de circulation à l'intérieur de la région. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien, donc qu'on sait faire. Le problème, c'est que ça a tendance à reporter la congestion à l'extérieur et créer en fait des détours, c'est-à-dire des véhicules vont faire le tour de la zone. Et si vous réfléchissez maintenant d'un point de vue environnemental, notamment en termes d'émissions, les détours vont entraîner des distances parcourues qui sont relativement importantes. C'est comme ça que quand on a mis en place le péage urbain à Londres, par exemple, on a immédiatement baissé le trafic de 20% à l'intérieur de la zone de péage urbain, mais les émissions au niveau de l'agglomération lyonnaise ont baissé de 2% uniquement. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute une partie du trafic qui s'est reportée sur les transports collectifs, mais aussi toute une partie du trafic qui s'est mis à faire le tour de l'agglomération. C'est le même esprit. Et là, ce que nous on a développé, c'est d'essayer de travailler sur le même type de concept, mais en travaillant en fait sur une meilleure articulation entre le contrôle périmétrique et l'optimisation des émissions totales, avec dans l'idée que parfois, il faut dégrader un petit peu la situation à l'intérieur de l'agglomération pour minimiser les émissions. Et par moment, il faut, quand il y a trop de congestion à l'intérieur, il faut rebalancer parce qu'il faudra mieux que les véhicules roulent un petit peu plus vite, un petit peu plus longtemps pour réduire les émissions. Alors juste une chose, pour dire plus vite, tout le monde pense que pour réduire les émissions, il faut baisser les vitesses. C'est vrai sur autoroute. Mais en fait, si vous regardez la courbe d'émissions, il y a un optimum qui se situe à peu près à 60 km/h. Donc tant que vous êtes au-dessus de 60 km/h, il faut baisser les vitesses pour réduire les émissions. Mais quand vous êtes en dessous, il faut les augmenter. Et c'est ce qui se passe en milieu urbain. Quand vous avez de la congestion, il faut plutôt essayer de réduire la congestion, pour augmenter un peu les vitesses pour minimiser les émissions. Deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est sur des méthodes de bannissement dynamique. Alors c'est une échelle beaucoup plus locale. Ici, vous reconnaîtrez le 6e arrondissement de Lyon. Et on a deux origines-destinations ici qui sont présentées, O1, D1, O2, D2, avec différents itinéraires possibles. Et en fait, c'est quelque chose qui est bien connu par les théoriciens du trafic, c'est que, en fait, par moment, le fait que certains itinéraires soient proposés aux utilisateurs va plutôt avoir tendance à rendre le système moins efficace. Et que parfois, plus de capacité ne veut pas dire plus d'efficacité, ça peut entraîner moins d'efficacité. Le meilleur exemple, c'est de ce genre de système, c'est quand vous êtes sur autoroute et qu'il y a une aire d'autoroute et que vous voyez des gens qui se mettent à prendre la contre-allée ou l'aire d'autoroute pour sortir. En fait, tous ces gens-là vont certes gagner quelques instants eux-mêmes, mais en fait, ils vont créer une surcongestion à la sortie de l'aire qui va impacter l'ensemble de la congestion. C'est un peu le même phénomène en beaucoup plus compliqué qui apparaît dans les systèmes urbains. Et donc, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de développer des méthodes qui permettent d'identifier comment des mesures de bannissement dynamique. Alors le mot a l'air fort, mais le principe est simplement d'interdire le tourne à gauche au point rouge, là que vous voyez là-bas en bas, pour certaines personnes, pour justement délester certains itinéraires et regarder l'efficacité globale du système. Et donc en fait là on a fait des simulations pour des différents niveaux de demande sur les différents itinéraires, et à chaque fois que vous avez des tâches rouges ici, c'est des tâches où vous pouvez gagner 5 à 10% du temps total passé, simplement en interdisant le tourne à gauche à ce carrefour. Donc vous voyez, par moment, avec un ciblage précis de ce qu'il faut faire, on peut aller sur des gains qui sont relativement importants. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici dans cette autre étude, même réseau, où on a essayé de travailler sur les choix d'itinéraires en essayant en fait de regarder qu'est-ce qui se passerait si on proposait aux usagers des itinéraires qui sont optimaux, non pas pour eux en temps de parcours, mais qui sont optimaux globalement pour l'ensemble des usagers, ce qu'on appelle le système optimum. Alors déjà, on a mis en place toutes les méthodes de calcul, parce que c'est pas forcément simple à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, on s'est rendu compte que sur ce réseau-là, on peut gagner 10% du temps total passé si on passe de l'optimum individuel, où chacun a un temps de parcours minimum, à une organisation plus collective des déplacements. Ce qu'on pourrait imaginer obtenir avec des véhicules autonomes à qui on donnerait des instructions sur les itinéraires à emprunter, par exemple. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que, en fait, tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas égaux dans la contribution, en fait, au temps total passé. Et on a montré que quand on faisait du ciblage, en ciblant 20% des usagers uniquement, les autres restant sur leur itinéraire initial, on peut atteindre déjà 7% de gain. Donc on est quasiment à 10, simplement en ciblant
les 20% des usagers. Voilà, je terminerai mon exposé par remercier toute mon équipe de recherche avec qui ont travaillé avec moi ces 5 dernières années sur le projet. Donc vous avez ici les différentes personnes et je vous remercie.